Donc, par exemple, en face de moi, il y a Zenitsu et Monsieur Personne. À côté, tout à l'heure, je l'ai mal nommé, mais c'est pas grave, c'est Totoro. Et là, Lupin, Amanda, Triss et Hermione. Ok ? Il est où l'Institut ? Comment ? Il est où l'Institut ? Il est pas là, Institut. C'est une actrice. Oui, j'ai compris ta blague. Elle était pourrie. Alors du coup, c'est Totoro qui commence ou pas ? Et après Totoro, on met qui ? Après Totoro, on met le groupe des 5e ? Liundo. Ok. Fête humaine, c'est du Zolo, mon commandant. Karamazov. Aucun lien sur fils unique. Écrire, enfin, c'est une contradiction. On ne peut pas écrire, on le fait. On dit que c'est pas la peine et on le fait. C'est de la littérature de dire ça. La voix des lettres, votre podcast littéraire. C'est inouï, ce geste d'écrire dans ces conditions-là, ça m'émerveille. Ça s'appelle un miracle. Épisode 60, Club Lecture au CDI, partie 1. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial, puisque je me rends à Voiron, au collège La Garenne, où tous les vendredis midi se déroule le Club Lecture au CDI. Alors que peuvent bien se dire une documentaliste et des collégiens pendant 1 heure tous les vendredis midi ? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que je m'y suis rendu avec mon micro et que je l'ai laissé discrètement traîner sur une table. Les jeunes, on va commencer à s'installer. Allez, c'est que vous mettiez comme les personnes qui veulent lire un livre. Ok ? Bonjour, je m'appelle Totoro et je suis au collège La Garenne, en classe de 3e. Et je vais vous présenter un extrait de Sauveur et Fils. C'est un livre très bien qui est en, je crois pour l'instant 6 exemplaires, enfin 6 tomes, 7 tomes. Et donc Sauveur et Fils, ça raconte l'histoire d'un psychologue, Sauveur Saint-Yves, 1m90 pour 80 kg de muscles. Et donc on va suivre la vie de tous ses patients. Margot Carré, 14 ans, qui se taillade les bras. Ella Cuipens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin. Gavin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft. Les 3 sœurs Gagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme. Et l'histoire de son fils, dont son père ne s'occupe pas trop, tellement occupé qu'il est par ses patients. Et donc j'ai bien aimé ce livre parce que c'est bien écrit, il y a plusieurs personnages, donc on suit plusieurs points de vue. Et il y a de l'humour et c'est bien écrit. Enfin, j'ai dit. Juste comment il s'appelle le fils de Sauveur ? Le fils il s'appelle Lazare. Et donc là je vais vous lire un extrait. Est-ce que tu peux juste recontextualiser l'extrait ? L'extrait, donc là on suit Lazare qui rentre de l'école. Le petit garçon habitait une maison bourgeoise, aux 12 rue des Murlins, mais il n'entrait jamais chez lui par la porte principale, réservée aux patients. Il tournait à l'angle de la maison et prenait la venelle du poinceau qui le conduisait à la grille d'un petit jardin. Il le traversait, laissant à sa droite un palmier et une cabane à outils, à sa gauche un portique en fer rouillé avec une balançoire et une corde à nœuds. Quelques marches le menaient ensuite à une véranda où 3 plantes vertes mouraient faute d'arrosage. Puis c'était la cuisine bien chauffée. Là, il abandonnait son cartable, mais encore emmitouflé dans son anorak, il franchissait la frontière entre 2 mondes, le sien et celui de son père. Il s'était aventuré du côté interdit 1 mois plus tôt, un soir de décembre, où le temps s'éternisait dans la cuisine. Il pensait faire un simple aller-retour dans le couloir, mais son attention fut attirée par le petit décrochage qui conduisait à gauche vers la buanderie. Et s'il le remarqua ce jour-là, c'était à cause d'une porte qui laissait filtrer un peu de lumière. Il s'en approcha à pas feutrés. Cette porte, masquée par une teinture de l'autre côté,
donnait sur le cabinet de consultation. Elle avait été mal refermée, et non seulement la lumière, mais aussi le son passait par l'entrebâillement. Lazare, s'asseyant à même le carrelage, tout comme le chambranle, avait alors découvert l'univers merveilleusement inquiétant de M. Saint-Yves, psychologue clinicien. Ce mardi, le petit garçon fit comme il en avait désormais l'habitude, et avec des précautions de cambrioleur, entr'ouvrit la porte magique. Et moi j'ai une petite question parce que ce livre il a été choisi parce que vous êtes plusieurs à l'avoir bien aimé de mémoire. Est-ce que vous pourriez dire un peu les personnages qui vous ont le plus marqué? Parce que comme Totoro l'a dit, il y a plusieurs personnages qu'on suit. Au niveau des patients, on suit leur vie, leur évolution. Et c'est lesquels que vous avez préférés? Moi, mon personnage préféré dans les patients, c'était Ella. Ella, en fait, c'est une fille qui aurait aimé être un garçon. Franchement, j'ai bien aimé. Moi, c'était mon patient préféré. Moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que c'est un des persos, et puis qu'on suit longtemps en plus, et qui est un des plus attachants. Je sais pas les autres, qui parmi vous pourrait donner un peu son point de vue? Moi, j'ai bien aimé la famille Augagneur, parce qu'ils sont beaucoup, et c'est drôle parce que j'aime bien que tout le monde fasse quelque chose de différent pendant la consultation. Tu peux recontextualiser la famille Augagneur? La famille Augagneur, c'est une famille avec 2 mères, du coup. Enfin, une famille recomposée et avec d'un côté 2 mères et de l'autre côté un père. Et donc j'ai bien aimé parce qu'il y a plein de personnes dans la famille. Et je trouve ça un peu drôle. Est-ce que tout est rose et beau dans ce livre ou est-ce qu'il y a des choses un peu bizarres et étranges qui se passent vers la fin? Pour donner envie de lire. Il y a à la fois en fait tous ces patients, et puis il y a aussi une histoire un peu sur... toutes les histoires se continuent sur tout le livre. Et en même temps, il y a Lazare et son père qui découvrent un peu des choses étranges dans la maison, mais sans s'en parler. Du coup, ils ne peuvent pas les relier. On a des exemples de choses étranges? Ils découvrent par exemple une boîte avec une grenouille morte dedans dans le jardin. Ouais. Oh. Et tout cela va les amener vers un terrible secret de famille. Oh. Ne l'oublions pas. Je te dirai pas. N'hésitez pas en vrai à rajouter des trucs. À dire, Enfin, perdez pas votre spontanéité. Je vous rappelle qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont complètement anonymes en plus. Donc vous pouvez parler Socrate et c'est pas évalué. Au cas où vous l'auriez voulu. Je vous sens un peu méga stressée. Merci Totoro. Du coup, je crois que c'était au groupe des 5e. De quel livre allez-vous nous parler? De Félicratie. Félicratie est un roman de science-fiction humoristique post-apocalyptique écrit par H. Lenoir. On va vous lire la 4e de couverture car le résumé définit vraiment bien le livre et il est plein d'humour. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal de compagnie pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible, c'est les poils de chat, croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Donc au cours de cette histoire, Yacine va rencontrer 2 personnages, Rosamonde et Diego. Ensemble, ils vont trouver un moyen de se rebeller. C'est un roman écrit à la première personne. On suit tour à tour le journal intime de Yacine et celui de Rosamonde. L'autrice a rajouté plein de petites touches humoristiques et ça donne un côté attachant au livre. On a tous bien rigolé en le lisant et on vous le recommande fortement. Merci. Parfait. Il y a un passage, vous vouliez dire un passage? Pas forcément. Juste la 4e. Sur celui-ci. C'est peut-être dans quel contexte on a beaucoup lu ce livre? Parce que tout le club lecture a lu le livre de Félicratie. Est-ce que vous pourriez raconter un peu ce qu'on a fait par rapport à ça? On a rencontré l'autrice dans le cadre du festival Livre à vous. Et on a organisé une chasse au trésor pour retrouver Rosamonde. Et on a fait les Smurfs, les extraterrestres. Ok, et merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent compléter par rapport à Félicratie? Ça vous paraît ok et bien comme résumé? Ouais. Et nickel. Ouais. Le festival Livre à vous, il est à voir. Comme le collège La Garenne. Exactement. Le festival Livre à vous est à voir. C'est une précision de Totoro.
Je vais partir. Je sais pas pourquoi, c'est ma mère qui va me chercher, je sais pas pourquoi. On se sortira. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Direct enregistré. Ok, et bah du coup, les quatrièmes, à vous de nous recommander un livre. Alors, on va vous parler d'un livre qui s'appelle Inheritance Game. Et c'est l'histoire d'une lycéenne banale et pauvre. Et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle est milliardaire en fait. C'est un peu mystérieux. Et parce qu'il y a un grand-père qui est mort et qui lui a donné toute sa fortune alors qu'il avait des petits-enfants. Et pour hériter de tous ces milliards, elle doit vivre dans une maison, dans la maison du grand-père, pendant 1 an avec les 4 frères Hawthorne. Du coup, c'est les 4 frères qui étaient du coup les petits-enfants du grand-père. Tous les frères, ils sont énigmatiques, ils sont tous bizarres. Et la famille, elle est très hostile envers la fille. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que il y a vraiment beaucoup d'énigmes et de mystères et il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas du tout. Et du coup, je vais lire un extrait. C'est quand la lycéenne, donc Avery, arrive à la maison Hawthorne. La maison Hawthorne trônait au sommet d'une colline, immense, tentaculaire. Elle ressemblait plus à un château qu'à un ranch familial. Il y avait une demi-douzaine de voitures garées devant, ainsi qu'une vieille moto déglinguée qui paraissait bonne pour la casse. Alyssa contempla la moto. On dirait que Nash est de retour. Nash demanda Lily. L'aîné des petits-fils Hawthorne, répondit Alyssa, détournant son regard de la moto pour lever la tête vers le château. Ils sont 4 au total. 4 petits-fils. Je ne pus m'empêcher de repenser à celui que j'avais déjà rencontré, Grayson. Le costume sur mesure, les yeux gris acier, l'arrogance qui suintait de tous les pores de sa peau. Alyssa me jeta un regard amusé. Croyez-en mon expérience, ne donnez jamais votre cœur à un Hawthorne. Ne vous en faites pas pour ça, répliquai-je, aussi agacée parce qu'elle avait sous-entendu que par le fait qu'elle avait deviné à ce à quoi je pensais. Je garde le mien enfermé à double tour. Il y a combien de tomes? Alors, il y en a 6. Ah oui, il y en a 6, mais il y en a un qui va sortir cette année en France. Et c'est aussi bien sur toute la série? Enfin, il n'y a pas un moment où on se laisse? Si, moi, le tome 4, j'ai moins aimé. Parce que, en fait, là, on est du point de vue de Avery. Et dans le tome 4, on swing entre les personnages. Sauf que j'aimais pas le point de vue des autres personnages. Moi, je suis un peu d'accord avec Hermione parce qu'en fait, le 4, il était moins bien que les 3 premiers. Donc, vous recommandez surtout les 3 premiers en fait? Oui, et aussi la suite. Donc on lit le 3, après on lit le 5, le 6. C'est ça? On lit le 4 aussi, hein, mais on est obligé. On est obligé parce que c'est pour suivre l'histoire. Il y a des énigmes qui se relient entre elles et qui peuvent se résoudre dans d'autres tomes, etc. D'accord. Gabrielle? Mais j'ai une question. Quand elle apprend qu'elle va devenir milliardaire, la jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle. Avery. Et comment sa famille elle réagit? Comment elle réagit? En fait, elle a qu'une. Il n'y a que sa demi-grande sœur, parce que sa mère elle est morte et son père il l'a un peu abandonné. Et du coup, sa demi-grande sœur, elle est trop contente pour elle et tout ça. Du coup, elle l'accompagne à la maison Hawthorne. Et voilà. Et la réplique préférée du grand-père, c'était coup sur coup, énigme sur énigme. Parce qu'en fait, le grand-père, fan des énigmes. Toute sa vie, c'est les énigmes en fait. Non. Totoro. À la fin du 6e tome, elle est terminée la série ou pas? Non, là elle n'est pas encore terminée. Bah oui, parce qu'il y en a un qui va encore sortir. C'est long d'obtenir un héritage. Non mais elle a déjà obtenu l'héritage. Mais il y a encore d'autres trucs après. D'accord, il y a toute une suite. Cool. Merci, peut-être un jour au CDI.
Oui. Ok. Gabriel, de quel livre allons-nous parler? On va parler de La dernière fausse note, qui est un livre de Charlotte Herlihy et qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Clémentine et qui joue du violoncelle. Et au début du livre, on apprend que son père, qui était violoniste, est mort. Et du coup, déjà qu'elle n'avait pas une situation facile au collège, ça va s'empirer avec le deuil de son père. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on se met vraiment dans la peau des personnages et on comprend ce qu'ils ressentent pendant et après la mort du père. Et c'est très émouvant parce qu'on suit le deuil de la jeune fille et aussi comment elle s'intègre petit à petit dans son nouveau collège. Et on va vous lire un extrait. L'extrait en question, c'est le chapitre 4 du livre. Donc c'est un peu un point de bascule pour Clémentine. Et on va être 3 à lire. Donc il y a Gabriel, moi c'est la documentaliste, et Amanda. C'est parti, c'est moi qui commence. Yara et moi, on s'installe toujours au milieu de la classe, en milieu de rangée. C'est notre stratégie d'invisible, notre règle de vie numéro 1. Pour ne pas se faire remarquer, éviter les extrêmes. On essaie de se noyer au maximum dans la masse, règle que j'ai bafouée hier de manière monumentale en venant au collège avec mon violoncelle. Mais c'était malgré moi et cela ne se reproduira plus. À partir de maintenant, je reprends mes habitudes de fantôme. La première heure se passe correctement. Je surprends bien 2 ou 3 rires dont, visiblement, je suis la cible. Je n'en veux pas aux moqueurs, enfin presque pas. Il faut les comprendre. Ils ne sont pas encore au courant de ma décision. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui débute ma nouvelle vie. À la sonnerie, Yara et moi, on sort dans un même mouvement. On devrait former un duo de natation synchronisée, on serait assez fortes. On se dirige vers la salle d'histoire en prenant soin de marcher au milieu des gens de notre classe et au même rythme qu'eux. On s'installe comme d'habitude, milieu de salle, milieu de rangée. Et le cours commence. 20 minutes plus tard, on frappe à la porte. Madame Kilichini. Tout le monde se lève selon la coutume. Vous pouvez vous rasseoir, dit la CPE d'une voix sombre. On s'exécute. Clémentine Faucheur, vous pouvez venir avec moi? Je vire aussitôt rouge vif. Moi qui voulais passer incognito, décidément, c'est raté. Derrière moi, Anatole glousse. Ses voisins ont porté plainte contre elle. Ils n'en peuvent plus de son crin-crin. Haha, leur chat s'est tiré et à force d'écouter et ses morceaux sinistres, enchérirez-vous. J'ai envie de leur hurler de se taire, mais je serre les dents. Qu'est-ce qu'elle me veut, la CPE? Clémentine, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Je suis si perturbée que j'en avais oublié de bouger. Les élèves de ma rangée se rapprochent de leur table pour me laisser passer. Les pieds des chaises grincent par terre. Prenez vos affaires, ajoute-t-elle. Je croise le regard de Yara. Elle comprend peu le français, mais suffisamment pour sentir, comme moi, que quelque chose cloche. Le fond de ses yeux est un miroir. J'y distingue la même inquiétude que la mienne, le même désarroi. Tandis que je reste hébétée, Yara se ressaisit. Elle rassemble mes affaires pour moi, me tend mon manteau. Et elle me lance un sourire d'encouragement qui m'accompagne pendant que je quitte la salle. Quand elle sourit, Yara ressemble à un soleil. Et je me dis que parfois, il n'y a pas besoin de mots pour se comprendre. Voilà, donc c'était l'extrait de La dernière fausse note. Et pendant l'extrait, vous avez entendu le nom de Yara. Yara, c'est sa seule amie dans son nouveau collège. Et c'est une personne qui a dû partir du Portugal, son pays d'origine, pour des raisons familiales, qu'on va apprendre plus tard dans le livre avec Clémentine. Et donc, voilà. Et merci. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et Club Lecture au CDI ce n'est pas fini, alors je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de La Voix des Lettres.